cette conférence sur la douleur. Bien entendu, c'est une conférence qui va parler à beaucoup, donc pas forcément pour soi, mais pour son entourage, pour ses enfants, ses petits-enfants, son oncle, sa tante, sa mère, sa grand-mère. Et ça touche un petit peu à toutes les tranches de génération. Donc un petit sommaire, je vais déjà me présenter, parce que vous ne me connaissez pas forcément. Je vais vous parler déjà de la douleur aiguë, de la notion de cicatrisation et pourquoi ça intervient dans la douleur, tout ce qui est douleur chronique, neurologique et fantôme, les facteurs de risque pour qu'une douleur se chronicise, comment traiter la douleur, les thérapies qui aident, une petite conclusion et un petit take-home message, donc avec quoi vous allez repartir, j'espère, aujourd'hui. Donc je vais commencer par me présenter, je suis Laura, je suis physiothérapeute depuis 2017, je suis spécialisée en neurologie, en paraplégie dès ma sortie de l'école. C'est un domaine qui m'a fascinée parce que ça intervient dans beaucoup d'autres domaines que vraiment la notion de neurologie, ça englobe énormément de choses. Je me suis formée dans la rééducation des vertiges à partir de 2019 et puis j'ai eu mon certificat d'acupuncture depuis février 2025, après 5 ans d'école d'acupuncture ici en Suisse. Donc qu'est-ce que la douleur aiguë? Ça c'est une notion très très vague, alors du coup on va s'attacher un petit peu à l'historique de la douleur, d'où ça vient. Donc en Grèce antique, je suis allée chercher très 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 loin. Donc en Grèce antique, c'est un châtiment d'un dieu irrité qu'il faudra implorer pour obtenir la guérison. Donc c'est un petit peu ésotérique, c'est de l'époque, on va dire ça, j'en ai pas forcément sorti grand chose. La deuxième chose, donc au XVIIe siècle, René Descartes voyait la douleur comme un signal mécanique direct entre le corps et le cerveau. Donc là, il y a déjà des petites notions très importantes. Donc c'est un signal d'un capteur, quelque chose de très mécanique. Il y a une lésion, il y a une connexion avec le cerveau. Donc il y a déjà cette notion de connexion, c'est le cerveau qui intervient dans la notion de douleur. Après, en 1979, donc l'IASP définit la douleur comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou décrite en termes d'une telle lésion. Donc qu'est-ce qu'on peut ressortir de cette définition? Deux choses super importantes. Donc c'est une expérience sensorielle, donc physique et émotionnelle. Donc il y a aussi le psychique qui rentre en jeu. Désagréable associé à une lésion tissulaire réelle ou décrite en termes de lésion. Donc on ne parle plus forcément de lésions physiques, mais ça peut être aussi des lésions en fait internes. Et la dernière, en 2020, par l'OMS. La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée ou ressemblant à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Donc là, il y a une autre partie qui s'est imbriquée dans cette définition, la notion en fait de ressemble à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Donc cette potentialité qu'il n'y a pas forcément de lésion, mais qu'il y a quand même une douleur. Donc cette notion de globalité du corps et d'interaction avec cet aspect émotionnel, nerveux et au niveau du cerveau. La douleur aiguë. Qu'est-ce que la douleur finalement? À la base, ça part, comme on l'a vu dans les définitions, d'un capteur. Donc c'est un capteur qui donne une information au niveau du cerveau. Et ce capteur, il y en a de 3 types, en tout cas j'en ai répertorié 3 grands types, qui sont les thermorécepteurs, donc le chaud, le froid, les mécanorécepteurs, donc tout ce qui est pression et étirement, et puis les chimiorécepteurs, c'est les éléments chimiques dégagés par le corps lors d'une inflammation. Donc tous ces capteurs captent à la base des sensations normales. C'est-à-dire, le chaud, le froid, on a besoin de savoir si notre douche elle n'est pas bouillante pour pas s'ébouillanter. La pression, on a besoin de savoir si on a bien notre verre en main pour pouvoir soit ne pas l'écraser, soit ne pas le lâcher. Donc ça, c'est des informations essentielles pour le corps. Les étirements, c'est la même chose. Et puis les chimiorécepteurs, ça c'est plus au niveau interne avec tous les récepteurs qu'il peut y avoir. Donc à la base, c'est des capteurs qui captent des choses essentielles pour le corps. Et là où ça devient douleur, c'est quand ces informations, en fait, elles sont en excès. C'est trop chaud, trop froid, il y a trop de pression, c'est un trop grand étirement au niveau musculaire, au niveau ligamentaire ou quoi, où il y a trop d'éléments dégagés
chimiques dégagés par le corps qui donnent en fait une information de danger au cerveau. Et ça se transforme en douleur. Donc, notre petit capteur, que je parle depuis tout à l'heure, il nous donne une information un petit peu en excès. On se dit, oh là là, il s'est mis en mode alerte, là il y a quand même quelque chose qui s'est passé et qui n'est pas normal. Il donne l'information au niveau de la moelle épinière. Au niveau de la moelle épinière, il y a un élément essentiel qui nous permet en fait de réguler au premier abord la douleur. Il s'appelle le système porte. Donc c'est un système qui permet, de savoir si vraiment il va transférer la notion de douleur au cerveau ou pas. Je m'explique. Quand on a un enfant qui tombe, il va dire aïe, il va se mettre à pleurer. On arrive, on va venir le frotter, et puis il repart courir. Et on se dit non mais c'est quand même abusé. Il vient d'avoir mal, mais finalement je fais 3 tapotements et tout va bien. Donc là, la moelle épinière, elle est capable de distinguer quelle est l'information qu'elle va prendre en compte ou pas. Donc soit une information de douleur, soit plein d'informations sensitives, plutôt positives, qui a été émise en fait par le frottement. Donc elle va avoir le choix entre une information de douleur et plein au niveau sensitif. Donc elle va choisir en fait le sensitif le plus agréable qu'elle va refaire monter au cerveau. Donc c'est la première porte barrière de la sélection au niveau de la douleur. Après, deuxième chose, le cerveau. Donc lui, il est très très complexe, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu, mais il va déjà déterminer, donc admettons, la douleur, elle arrive au cerveau. Le cerveau va se demander, qu'est-ce qui m'arrive? Depuis quand? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que j'ai déjà vécu ça? Est-ce que c'est un danger? Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc il y a pas mal d'éléments qui rentrent en jeu. Donc il y a l'aspect émotionnel, il y a l'aspect mécanique, il y a l'aspect nouveau, il y a l'aspect ancien, chronique ou pas, et comment je dois réagir. Et puis enfin, il y a une réponse. En général, c'est une réponse de protection. On tombe, on se fait mal, on a la cheville qui commence à gonfler, automatiquement il y a des douleurs, on va moins poser le pied, et etc. Ou je mets la main sur la plaque, la main se retire de manière quasiment automatique. C'est le réflexe de protection. Est-ce que c'est clair? Donc la douleur, elle permet quoi? Donc à la base, de ne pas continuer un mouvement dangereux. Donc c'est vraiment un mécanisme de protection. C'est positif. De réduire une activité. Donc bien entendu, si j'ai mal, je vais quand même un petit peu m'auto-limiter pour éviter d'aggraver la situation, et surtout, je vais diminuer les mouvements, réduire l'activité pour favoriser la guérison. Après, d'enregistrer un danger et éviter qu'il se reproduise. Bien entendu, quand on a été petit, on a bien saisi qu'une tasse c'était chaud et que on la prenait avec délicatesse et peut-être avec un petit moment de repos. Une régulation du comportement, ça nous conditionne. Donc quand on va prendre sa douche, on va tâter l'eau pour savoir si elle n'est pas trop chaude. Donc c'est une forme de conditionnement. Et puis un signal d'alerte médicale. Bien entendu, quand on a mal au niveau des viscères, quelque chose au niveau plutôt interne, et ça nous dit ah, il y a quelque chose qui ne va pas, donc là il faut peut-être que je consulte. Donc c'est vraiment à la base la douleur, quelque chose de positif qui nous permet de comprendre ce qui ne va pas. Et en tout cas, de nous poser la question de ce qui ne va pas. Donc quand on dit lésion, depuis tout à l'heure je vous parle d'entorse, d'étirement un peu excessif. Donc quand il y a une lésion, on va partir du principe au niveau musculaire. Donc le premier muscle il est sain, le deuxième muscle j'ai un petit peu exagéré sur les étirements, et puis une déchirure ou une rupture, c'est j'ai fait par exemple un sprint d'un coup, puis j'ai pas fait ça depuis des années, et du coup hop, déchirure ou rupture. Donc ça c'est une lésion. Qui dit lésion dit cicatrisation. Et là il y a 3 phases. La première phase c'est la phase inflammatoire. Et là je parle vraiment de la phase inflammatoire de la cicatrisation. C'est super important à ne pas confondre avec l'inflammation qu'on peut avoir
et que le médecin nous dit « Ah oui, vous avez une inflammation ». Ça ne rentre pas forcément dans les mêmes critères. Donc la phase inflammatoire, c'est caractérisé bien entendu par de la douleur, par de la rougeur, par de la chaleur et par des gonflements. Donc typiquement, quand on se fait une entorse, c'est ça. C'est rouge, c'est chaud, c'est gonflé et puis ça fait mal. Et en fonction du tissu, donc c'est ligamentaire, musculaire, articulaire ou osseux, il va y avoir des temps de cicatrisation différents. Donc à chaque phase, il va y avoir des temps différents. En général, la première phase, c'est entre 1 et 6 jours. La phase de reconstruction. Donc ça, c'est la phase un petit peu clé du socle. On commence en fait à créer... Ah oui, pardon. La phase inflammatoire aussi, elle est caractérisée par le fait que comme il y a cette notion de sang qui arrive avec chaleur, rougeur, donc c'est vraiment le sang qui arrive au niveau de la lésion, pour essayer de la sécuriser. Donc, ça veut dire le sang amène tout ce qui est nutriments positifs pour repartir en fait avec les déchets, pour pouvoir avoir la suite, donc la phase de reconstruction, sur une base saine. Donc la phase de reconstruction, c'est la phase où il y a tous les éléments qui recommencent à se reconstruire. Donc si c'est musculaire, c'est du tissu musculaire. Si c'est au niveau de la peau, c'est du tissu cutané. Si c'est au niveau ligamentaire, c'est des ligaments. Et si c'est au niveau de l'os, c'est le cal osseux qui va commencer en fait à se créer. Et donc cette phase de reconstruction, c'est entre 1 et 6 semaines. Et là, vous allez me dire, ah, mais j'ai eu une fracture un jour et on m'a dit c'est 6 semaines de décharge. Donc en fait, c'est le temps à l'os pour reconstruire un minimum de socle pour pouvoir après faire la suite. Donc c'est vraiment ce cal osseux qui commence à se créer. Et puis, la dernière phase, c'est la phase de remodelage. Donc là, on a notre petite fondation et puis on va monter les murs, on va faire les fenêtres, on va mettre la porte et tout ce qu'il y a de nécessaire. Et puis, pour cette phase de remodelage, l'essentiel, c'est de remettre en charge, de remettre du mouvement, de remettre de la tension. Pourquoi ? Parce que si je reste sur la phase de reconstruction, immobilisation, alors il peut y avoir encore des douleurs, bien entendu, mais c'est souvent la phase, on va dire, un petit peu critique. J'ai moins de douleurs parce que j'ai moins bougé, du coup, là j'ai envie de bouger parce qu'on commence à me libérer, je commence à pouvoir faire un peu plus de choses et j'ai envie de trop en faire. Justement, c'est là où on va remettre en charge et en tension de manière progressive. C'est la phase la plus importante. On remet en tension progressivement pour que notre fondation se consolide. C'est vraiment la phase de consolidation. Si on ne met pas en tension, en fait notre tissu va rester fragile et toutes les tensions qu'on va mettre, en fait ça va relâcher directement. Donc le but de la phase de remodelage, c'est de consolider pour que le tissu soit identique à celui qui a été lésé. Bien entendu, dans toutes ces phases, il peut y avoir des douleurs, des fluctuations de douleur, et l'essentiel, c'est que la douleur soit gérable. Du coup, la phase de remodelage, c'est entre 1 mois et 1 année. Globalement, quand tout se passe bien. La douleur chronique. La définition. Donc la douleur chronique est une douleur persistante ou récurrente qui dure au-delà de la période normale de guérison, généralement définie comme supérieure de 3 à 6 mois. Contrairement à la douleur aiguë, elle est considérée comme une maladie à part entière, altérant la qualité de vie et répond souvent mal au traitement classique. Donc là, ce qui est important, en tout cas moi ce que je retrouve qui est super important dans la définition de la maladie chronique, c'est cette notion de supérieur de 3 à 6 mois. Donc il y a un petit peu une notion de temps. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que veut dire finalement le mot chronique ? Parce que ça veut un peu tout et rien dire. Donc le mot chronique, ça définit quelque chose qui persiste dans le temps, évolue lentement ou se répète fréquemment par opposition à aigu où c'est bref et soudain. Il s'agit d'une affection durable ou d'un phénomène récurrent impliquant souvent une gestion du temps à long terme. Et c'est vraiment ça la notion la plus importante. La notion de douleur chronique, c'est une gestion du temps au long terme. Et là vous allez me dire, oui mais c'est bien beau Laura, mais moi j'aimerais bien concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc on reprend notre petite frise de tout à l'heure, donc avec le capteur, la moelle épinière, le cerveau et la réponse qui est émise. Donc dans la douleur chronique, il y a un phénomène qui se passe,
c'est que le capteur, il a tellement envoyé de messages de douleur qui peut être intense, modérée ou même petite, mais qui dure et qui embête, qui entrave dans la vie quotidienne. Au niveau de la moelle épinière, qui du coup va transférer au niveau du cerveau et il va y avoir une réponse. Donc il y a tellement eu de messages qui ont été transférés à partir du capteur qu'en fait le cerveau, où je vous ai dit tout à l'heure, le cerveau il analyse d'où ça vient, comment je dois réagir et quel était le contexte dans lequel j'étais. Donc en fait le cerveau, c'est l'organe, c'est ce que je dis toujours à mes patients, c'est l'organe du corps humain le plus feignant. Ça veut dire qu'il va automatiser tout. Parce que ça lui demande moins d'efforts. Plus il automatise, et moins ça lui demande d'efforts. Donc là, le cerveau va interpréter, et même la moelle épinière, donc c'est vraiment plutôt le système nerveux dans le cas de la douleur, qui va analyser, en fait, j'ai un mouvement qui se passe au niveau par exemple de mon mollet, donc ça veut dire douleur, même s'il n'y a plus forcément de lésion. Parce qu'il y a eu un traumatisme, parce qu'il y a eu quelque chose, parfois ça peut être pas grand chose, qui a émis la notion de douleur au niveau du cerveau. Et puis après, il y a la réponse qui vient, donc tout ce qui est rigidité, donc augmentation au niveau du tonus musculaire. Donc on voit souvent, il y a des patients qui ont une douleur au niveau du bras, tout ça, et oui, la douleur va mieux, mais ils sont toujours comme ça. Donc ça montre en fait que même s'il n'y a plus forcément le capteur, il n'y a plus forcément de lésion, le cerveau a interprété que en bougeant ce membre, en bougeant cette partie, en mangeant à la limite quasiment tel aliment, je vais potentiellement avoir mal. Donc en fait, j'ai cette notion de douleur qui reprend à chaque fois. Donc de manière schématique, c'est le système nerveux, il s'est mis en mode erreur, et en fait il n'arrive plus à sortir de lui-même de ce schéma. Donc il faut essayer de tout réapprendre et de réapprendre, bien entendu, différemment. Alors, la douleur chronique, c'est le système qui reste en alerte. Donc là, j'ai essayé un petit peu de détailler. Donc, une inflammation persistante. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, une inflammation qui dure plus longtemps que prévu parce qu'il y a eu une remise en charge trop brusque ou au contraire trop à distance de la lésion parce qu'on n'a pas remis en charge de manière optimale. Une mauvaise récupération, donc c'est la même chose. Si on met en charge trop rapidement, s'il y a des petites choses en fait qui nous empêchent de récupérer de manière optimale, il peut y avoir la douleur qui se chronicise, une immobilisation prolongée. Donc là, c'est la même chose. J'ai un plâtre au niveau de la cheville, donc j'ai encore ce souvenir de quand je me suis cassé la cheville. Et si je garde le plâtre beaucoup trop longtemps, en fait, le cerveau, il a oublié. Il a oublié toutes les sensations qu'il devait avoir, il a oublié toutes les sensations au niveau musculaire, au niveau articulaire, au niveau ligamentaire qu'il était censé avoir. Donc en fait, il reste dans ce schéma de oh, j'ai eu mal quand j'ai eu mon accident, donc dès que je vais bouger, il y a une forme d'appréhension, autant de nous-mêmes que du système nerveux qui va se mettre en fait en mode protection. Il y a une recherche qui a montré qu'une immobilisation de 2 semaines diminuer l'afférence en fait au niveau du cerveau. Donc je m'explique. Ça veut dire que plus on diminue les mouvements dans une zone, plus le cerveau en fait va oublier le mouvement qu'il doit faire. Donc ça c'est une notion quand même assez abstraite mais très importante dans tout ce qui est schéma corporel. Un stress important, bien entendu. La peur du mouvement, donc se dire « oulala, si je fais le mouvement, est-ce que ça va pas créer des douleurs ?» Donc cette phase de « j'ai peur, mais j'ai quand même envie de le faire », toujours un petit peu de manière un peu ambivalente. Le manque de sommeil et puis la mauvaise hygiène de vie. Donc ça, pour moi, c'est 2 facteurs qui sont essentiels et surtout dans les douleurs chroniques. Le manque de sommeil, si on dort pas bien, si on dort pas assez, donc même si c'est malheureusement des fois les douleurs qui nous réveillent, automatiquement on ne peut pas récupérer. La cicatrisation ne peut pas se faire, puis le reset du cerveau ne peut pas se faire.
Donc le manque de sommeil, c'est vraiment quelque chose de très important. Et la mauvaise hygiène de vie, bien entendu, si on fume, si on boit, si on mange très mal, c'est quand même des facteurs qui pardonnent pas. C'est quand même la base. Donc le système nerveux, il commence à s'adapter, vu qu'il est en alerte. Donc il s'adapte et il envoie toujours le message. Donc facteur de risque de la chronicisation, et puis là j'ai pris l'aspect biopsychosocial, parce que c'est un petit peu la nouvelle manière dont on interprète les choses selon la globalité de la personne. Donc biologique, donc c'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure au niveau inflammation, tout ça. Psychologique, donc le stress, l'anxiété, la peur, le surmenage, ça c'est vraiment des facteurs qui sont favorisants au niveau des douleurs chroniques. Et sociaux, bien entendu, si on n'est pas forcément bien entouré, si on ne nous écoute pas, que ce soit notre entourage ou les thérapeutes qui nous entourent, s'ils ne nous écoutent pas, on leur dit qu'on a mal, ils disent non mais c'est bon, on y va, machin, enfin, voilà. L'aspect écoute est très important, et au niveau du travail aussi. Si on se sent bien au travail ou si on se sent oppressé, ça change quand même bien la donne. La douleur neurologique. Donc là, il y a deux types de douleurs neurologiques. La douleur neuropathique périphérique. Donc c'est une douleur qui vient d'un problème d'un nerf lui-même et non d'un muscle ou d'une articulation. Donc typiquement la sciatique. C'est vraiment des douleurs qui ont tendance en fait à fourmiller, à lancer des sensations de brûlure. Donc ça, c'est vraiment des douleurs neuropériphériques qui ont tendance à se diffuser tout le long de la jambe, d'un bras, ou à partir des extrémités, jusqu'aux extrémités. Et puis il y a une autre forme de douleur qui est la douleur neuropathique centrale. C'est une perturbation de la transmission normale des informations entre le corps et le cerveau. Donc ça, c'est une douleur qui est plus présente dans les pathologies centrales de type para ou tétraplégie. Donc à un moment donné, il y a un niveau de lésion, donc ils sont cassés par exemple la 7e vertèbre. En dessous de cette vertèbre, il n'y a plus ni de motricité ni de sensibilité. Sauf que le cerveau, il a quand même enregistré que cette partie, elle existait. Donc elle essaye de chercher des informations. Même s'il n'y en a aucune qui remonte, en fait elle va, ce qu'on appelle un petit peu en imaginer. Donc j'ai un patient, typiquement, il me dit que quand il se frotte le bras, il a la même sensation au niveau de la cuisse, alors que fondamentalement, il n'a aucune sensibilité. Et c'est exactement ce type de douleur qui peut être transmis au niveau du cerveau, et puis on verra juste après, au niveau des membres fantômes, ça peut être un peu le même système. Et c'est des douleurs aussi qui peuvent enserrer, donc c'est vraiment des sensations d'étau, des sensations de tiraillement. C'est des personnes qui disent j'ai envie en fait qu'on m'étire les 4 membres pour justement me soulager. Ils ont envie vraiment d'étirement constant, parce qu'ils sont toujours resserrés. C'est cette sensation en fait de resserrement. L'amputation d'un bras ou de jambe, certaines personnes ressentent encore de la douleur. Pourquoi ? Franchement, on se dit, c'est improbable. Mais si, la mémoire du cerveau, exactement ce que j'expliquais pour les autres patients. Et les nerfs sectionnés. Donc ça, quand on a, par exemple, une amputation au niveau du bras, ce qu'on appelle, c'est après on a un moignon. Et au niveau de ce moignon, il y a des nerfs en fait qui viennent et qui créent des genres de mini-nœuds. Et dès qu'on met une prothèse ou dès qu'en fait il y a une sensation au niveau de ce moignon, ça crée en fait des douleurs et potentiellement des douleurs en fait dans la main, alors qu'ils n'ont plus forcément de main. Ou si c'est au niveau du pied, ils ont la sensation au bout des pieds. Moi j'avais un patient où dès qu'il mettait sa prothèse, en fait il avait vraiment l'impression de marcher sur son pied, quoi. Donc la réorganisation du cerveau. Donc le cerveau va se réorganiser d'une manière où des fois c'est un peu improbable, où il va un petit peu imaginer des choses, les interpréter, et ça crée en fait des sensations bizarres d'instabilité. Et le même patient que je vous ai dit la dernière fois, juste maintenant, il met sa prothèse, il marche, il repart en fait en chambre, et puis pour lui, il avait encore sa prothèse, pour lui il y avait sa jambe, et puis il se lève, et puis en fait il est tombé, quoi. Donc il y a vraiment le cerveau, des fois il a du mal en fait à emmagasiner ça, et il le transforme en douleur.
Et la mémoire de la douleur. Donc ça, c'est souvent des patients plutôt diabétiques qui ont eu des lésions au niveau des pieds, qui ont souffert pendant des mois, voire des années, auxquels on leur a amputé le pied, la jambe, enfin peu importe, et ils gardent en fait cette notion de douleur. Parce qu'il y a eu tellement d'informations, comme dans les douleurs chroniques que je vous expliquais tout à l'heure, il y a eu tellement d'informations négatives qui remontaient, que du coup, le cerveau, il a toujours pas capté qu'il n'y avait plus rien. Comment traiter la douleur? Donc, les objectifs. Donc, l'objectif pour diminuer, c'est de diminuer la douleur. Là, vous allez me dire, ah, c'est sympa Laura, mais c'est quand même assez basique. Oui, je sais, mais c'est quand même la base. Favoriser la guérison et éviter la chronicisation. Donc, quand on a un patient qui vient avec des douleurs, donc l'objectif, c'est déjà de savoir depuis combien de temps. Donc, surtout si c'est pas chronique, si c'est frais, on va essayer de tout mettre en place pour éviter que ça dure. Donc favoriser, et puis de, bien entendu, lui expliquer d'où ça vient, tout ça. Donc diminuer la douleur, ça passe aussi par les explications. Je reviens un petit peu plus tard. Donc, il y a 4 étapes clés. La première, protéger, mais pas trop. Donc comme on a vu tout à l'heure, à partir de la 3e phase de cicatrisation, on peut quand même mettre en charge. Plus on met en charge, progressivement, et mieux il y aura de récupération. Et la mise en charge, soit, mais au niveau, vous allez me dire, oui mais Laura, ça c'est sympa pour des douleurs aiguës ou potentiellement une douleur chronique, mais pour une douleur neuro, comment on fait pour mettre en charge? Mais en fait, on a d'autres moyens. C'est tout ce qui est thérapie miroir. Donc là, il y a le membre, en fait, sain qui bouge, et puis il y a l'autre, en fait, membre qui, certes, ne bouge pas, mais dans le miroir, en fait, le cerveau, enfin les yeux voient le mouvement bouger, la main bouger, donc elle a l'impression que c'est la main gauche, donc elle va associer le fait que c'est la main gauche qui bouge. Donc ça, c'est une forme de mise en mouvement. Après, il y a tout ce qui est mobilisation. Nous, on fait des mobilisations, des étirements, et souvent, j'associe le patient avec moi. Ok, imagine le même mouvement que tu le fais toi vraiment. Ok, flexion, extension, abduction, adduction. On essaye de bouger en fait en même temps. Donc tout ce qui est imagerie mentale est super intéressante. Parce que le cerveau ne fait pas la distinction entre ce qu'il voit et ce qu'il peut ressentir. Donc, ce qu'il voit, c'est vraiment ce qui se passe. C'est exactement le même principe que tout ce qui est illusion. Donc des fois, on a des images ou tout ça, on se dit « Wow, c'est bizarre ». Puis c'est exactement ça. Le cerveau nous fait croire certaines choses. Gérer l'inflammation. Donc ça, hop. Gérer l'inflammation. Mouvement doux, bien entendu, pour éviter de faire n'importe quoi. Compression au besoin. Donc ça, quel que soit le type de douleur, des fois un manchon de compression ou un bas de compression peut vraiment permettre de soulager la douleur. Donc c'est de par la pression qui peut être légère, mais aussi ça donne en fait des informations au cerveau. Que le bras il est bien là, qu'il est compressé et qu'il est en sécurité. La gestion de la charge, donc ça c'est ce que je disais tout à l'heure, y aller progressivement. Et puis la médication, si prescrite et au besoin. Donc la médication, des fois j'ai des patients qui me disent « Ah non, mais moi je prends pas les anti-inflammatoires ». Ou parce que je veux pas prendre tous ces médicaments et tout, moi ça me stresse, j'aime pas du tout. Oui, mais des fois, diminuer l'inflammation avec les médicaments peut permettre d'aller plus loin après. Maintenir du mouvement. Donc le gate control, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc une information de douleur versus d'autres informations proprioceptives. Donc toutes les notions de où est ma cheville, dans quel mouvement. Toujours en prévention de la sensibilisation, donc dans des mouvements en fait. Quand on reprend les mouvements, quand on reprend la mise en charge, on n'est pas obligé d'aller à chaque fois aux extrêmes des amplitudes. On peut rester dans les amplitudes non douloureuses et au fur et à mesure, en fait, le cerveau va intégrer qu'il n'y a plus cette notion de danger et on va pouvoir aller plus loin de manière très naturelle. Et puis, expliquer. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Comprendre qu'est-ce que la douleur,
d'où ça vient et qu'est-ce qu'on en fait. Parce que souvent, si je dis douleur, c'est synonyme de quelque chose de très négatif. Et pas forcément. Ça peut être vraiment quelque chose, c'est justement quelque chose de positif. Ça nous donne un signal d'alarme. Et c'est le qu'est-ce que j'en fais qui est important et qui va conditionner en fait la suite. Thérapie qui est... Alors là, il y en a certaines que je vais développer un peu plus que d'autres, bien entendu. C'est pas forcément... Donc la physiothérapie. Donc en physiothérapie, il y a différentes manières de gérer la douleur. Bien entendu, comme vous l'avez compris, le mouvement. Le mouvement, qu'il soit actif, passif, en charge, pas en charge, avec des poids, sans poids. C'est une thérapie pour gérer la douleur. Après, il y a ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui est imagerie mentale, tout ce qui a aussi plutôt passif, donc les massages, tout ce qui est la thérapie miroir. Et aussi, maintenant, on a un nouvel outil qui, de nos jours, fait quasiment partie de notre quotidien, c'est la réalité virtuelle. Donc, en fonction de comment, en fait, la douleur est venue, et surtout pour les douleurs chroniques, le fait d'être plongé un petit peu dans un autre monde et de faire des mouvements, c'est des fois assez bluffant. Typiquement, on a la réalité virtuelle au cabinet et on a une table, en fait, avec des champignons, et puis le patient, en fait, il a une manette. Et dans le casque, c'est un marteau où il doit taper les champignons qui apparaissent. Et ça, moi j'avais un patient qui vraiment avait cette peur du mouvement et toujours peur d'avoir mal. Et il était tellement pris dans le jeu qu'en fait, il n'y avait plus aucune limite. Et donc ça montre que l'appréhension de toujours s'auto-gérer, s'auto-limiter, même si c'est de manière inconsciente, avec un autre monde, on peut casser cette barrière et pouvoir progresser. Et quand je lui ai dit, je fais « Ah mais là vous avez fait des mouvements vraiment juste chouettes ». Il dit « Non, mais j'avais quand même mal, hein, et puis je sentais que j'étais limitée ». Et en fait il ne me croyait pas. Du coup je lui ai dit « Est-ce que vous me permettez de vous filmer ?» Du coup je l'ai filmé, et il a dit « C'est pas possible, pas moi ». Je dis « Bah si !» Même lui, il ne croyait pas qu'il arrivait à faire ce type de mouvement. Et avec une telle prise de conscience, après on peut travailler différemment. Mais il faut que ça soit le patient qui prenne conscience. Nous, on ne peut pas lui dire non, mais en fait, vous êtes capable. Même si on le sait intimement. Il faut que lui, il voit et le conscientise. Donc la physiothérapie. Après, on a tout ce qui est éthiopathie, ostéopathie. Pour moi, c'est un petit peu une même... J'englobe ça un petit peu dans le même panier. C'est plutôt des thérapies axées pour tout ce qui est articulaire. Donc qui travaillent aussi au niveau musculaire. C'est des thérapies moins longues au niveau de la prise en charge que la physio. Mais ça peut soulager, surtout dans les douleurs aiguës, dans les lumbagos, c'est très complémentaire à la physiothérapie. Les thérapies qui aident au niveau de la parole, donc l'hypnose. Je ne sais pas si ça vous parle, mais l'hypnose, c'est quelque chose en fait, c'est une thérapie, donc basée bien entendu sur la communication, qui permet de créer, alors je fais un gros résumé, hein, ce qui permet de créer un petit peu une bulle, où dans cette bulle, tout est permis et on peut arriver à faire plein de choses. Donc c'est ce qu'ils appellent une safe place, donc un endroit où il ne va plus y avoir de douleur. Donc ça c'est vraiment une thérapie avec le thérapeute qu'on peut essayer d'établir. Et après tout ce qui est psychothérapie et gestion du stress. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était un des facteurs de chronicisation des douleurs. La gestion du stress, au jour d'aujourd'hui, elle est quand même assez centrale. Et les autres thérapies qu'on peut avoir, l'acupuncture. L'avantage de l'acupuncture, c'est qu'en général, elle travaille bien entendu sur les douleurs aiguës, mais aussi sur les douleurs chroniques. Le point essentiel, c'est que la référence du traitement n'est pas que la douleur, c'est la personne à part entière. Quand on fait une anamnèse d'acupuncture, je pars de la tête et je finis au pied. Et ça passe par vous digérez comment, est-ce que vous avez des infections urinaires, est-ce que vous avez des maux de tête. Donc vous arrivez avec un mal de dos
et vous me décrivez en fait tous vos antécédents et tout votre état actuel. Donc c'est vraiment cette approche beaucoup plus globale qu'on peut avoir, même en physio, même si on essaie de communiquer avec nos patients, il y a toujours cette notion, ben oui, il faut qu'on fasse un mouvement, il faut que... Il y a cette notion de vraiment on doit réussir à faire quelque chose. Alors que l'acupuncture, c'est vraiment une autre philosophie, c'est un autre système qui permet vraiment de prendre en charge la personne plus dans sa globalité et bien entendu au niveau énergétique. Et l'acupuncture, si je peux juste rajouter un petit mot là-dessus, c'est l'effet de l'acupuncture de manière très mécanique. Ça, j'aime bien l'expliquer parce que au moment où on pique, le corps se dit « Ouh, il y a un intrus, il va falloir que je vienne en fait l'englober et voir un petit peu ce qui se passe. » Donc il y a le sang qui arrive, il y a tout en fait, le paquet, on va dire, immunitaire qui arrive avec les macrophages et tout ça qui va dire « Ouh là là, non mais il y a un truc » et donc du coup, il y a le tissu qui va commencer à s'enrouler au niveau de l'aiguille. Et c'est un petit peu le même principe que le pyjama. On tire un côté et puis il y a tout qui suit. Donc à un moment donné, en fait, on se retrouve comme ça. Donc le corps, il va tout mettre en place pour réguler, remettre un équilibre. Et il y a encore l'aiguille. Et au moment où on enlève l'aiguille, en fait, il y a tout le relâchement tissulaire qui s'effectue. Donc il y a un petit peu cette notion de relâchement. Là, c'est vraiment purement mécanique. Après, il y a d'autres effets, d'autres choses qui peut intervenir, mais ça, c'est vraiment le pur mécanique qui, je pense, parle à tout le monde. Tout ce qui est méditation, la relaxation, la cohérence cardiaque et la respiration. Donc c'est des thérapies basées plus sur la respiration, le recentrage sur soi, essayer de voir un petit peu les choses de manière différente et de s'auto-gérer, de s'auto-réguler. Conclusion. La douleur n'est pas une fatalité. Si le système nerveux a appris la douleur, il peut réussir à apprendre la sécurité. Et donc ça, c'est vraiment la notion clé qui est la plus importante. La douleur à la base, c'est quelque chose de positif. Dans certaines pathologies, dans certaines circonstances, bien entendu, elle se chronicise, il y a des choses qu'on peut malheureusement pas gérer. Et puis là, ça me vient à ça. La douleur ne veut pas forcément dire danger, comprendre c'est déjà la traiter. Donc comprendre sa douleur, savoir d'où elle vient et en fait apprendre à se connaître. Des fois ce que je dis à mes patients c'est oui vous avez mal depuis 6 ans et à la 4e séance ils arrivent et ils disent ouais mais je comprends pas, il n'y a pas d'effet. Ouais mais ça fait 6 ans que vous avez mal. Donc à un moment donné c'est un grand fil où il y a plein de nœuds et on va essayer de les enlever un par un. Mais il y a peut-être certains qu'on va pas arriver à enlever. Mais par contre le plus important c'est d'arriver à la gérer au quotidien. Que vous puissiez faire un minimum d'activité, un minimum d'interaction sociale, un minimum de choses. C'est vraiment l'autonomie. Moi, je prône vraiment l'autonomie pour tous mes patients. Parce que c'est ça. Moi, si je me retrouve du jour au lendemain à plus pouvoir rien faire pour X, Y raison, je deviens folle. Ok, donc si moi je deviens folle, mes patients, ça doit être la même chose. Donc on essaye de trouver des solutions au fur et à mesure. Des fois, c'est pas des solutions miracles, mais ça permet de gérer un minimum. Ça, c'est vraiment mon idéal.